Salut mes petits pragmas. Alors pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, on va quand même rappeler de quoi on parle sur la chaîne. On parle ici d'environnement, d'écologie et d'agriculture bien entendu. Et on parle aussi de tout ce qui tourne autour. Alors les vies alternatives, les modes de vie hors réseau, etc., etc. Mais aussi des dérives, les dérives qu'on peut retrouver dans ces milieux-là. Et on parle aussi un petit peu de technologie liée à ces modes de vie-là ou à ce qui change profondément la société dans le fond. Souvent, vous me voyez parler des IA, parce que pour moi, c'est quelque chose qui va changer profondément la manière de fonctionner de cette société. Mais aujourd'hui, plutôt que d'aller vers des IA, plutôt que d'aller vers des choses de plus en plus technologiques, je voulais vous parler de... C'est un peu la thématique ces derniers temps, sur la chaîne, de vivre hors du système. Est-ce que, pour vous, c'est quelque chose de possible? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que l'on peut atteindre? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Vivre hors du système, c'est possible? Création de lieux alternatifs, retour à la nature, monnaie communautaire, restauration de villages abandonnés. Nous sommes de plus en plus nombreux à tourner le dos aux valeurs matérialistes, les valeurs matérialistes, tu vois, de t'encombrer d'énormes machines, de t'encombrer de choses qui vont te servir que une ou deux fois dans toute ta vie, t'encombrer par exemple de « Tiens, je vais m'acheter la Wii avec Wii Sport, et puis je vais en faire 2 fois dans ma vie, et puis après ça ira à la poubelle parce que ça aura 10 ans et ça aura pris la poussière sur un placard. » Oui, tu as fait du sport, c'est bien, tu as fait 2 fois de la Wii Balance Board. Waouh! De notre société pour redonner du sens à notre existence. Et si c'était ça, l'avenir? En 2018, nous avons acheté un ranch. Ah, un ranch, carrément. Ah oui, parce que là, c'est pas en France, au milieu des grands espaces sauvages de l'Ouest canadien, pour permettre à nos chevaux et à notre famille d'être au plus près de la nature. Un choix qui, somme toute, est intéressant et un mode de vie vers lequel je tends moi aussi. Et pour faire de ce lieu une oasis dans laquelle une autre façon de vivre, plus simple, plus juste, plus belle et plus joyeuse, serait possible. Alors, pour avoir une vie plus simple et plus joyeuse, vis ta vie. N'écoute pas ce que les gens vont dire de toi. Il y aura des rageux, il y aura des personnes pour te critiquer. Et ça sert même à rien de répondre ou de te défendre. C'est de la perte de temps. Vis. Sois heureux. Vis ton truc. Au pire, tu te casses la gueule, et alors? Mais vraiment, et alors? Tu en auras tiré une expérience. Ça fera partie de l'expérience de ta vie. Sois heureux, vis ton truc. Donc, plus belle, plus joyeuse serait possible. C'est ainsi que Titania, corps, éleveuse, voyageuse au long cours, photojournaliste et autrice, introduit son blog à Midsummer Night Dream. C'est un burn-out qui a tout déclenché, a fait comprendre à la jeune femme... Excusez-moi. Une poussière qui me chatouillait le nez. C'est un burn-out qui a tout déclenché et fait comprendre à la jeune femme qu'elle avait 2 choix. Avaler des médicaments, puis reprendre un métier devenu insatisfaisant. Dans le cadre de notre parcours, ma femme, j'étais au boulot, m'envoie un message avec la peur de ce que j'allais répondre, et elle me dit « Tu me dirais quoi si je te disais que j'ai envie de quitter mon boulot et puis retourner travailler ?» Et je savais ce qu'elle vivait. Elle en était rendue quand même à sa 3e année, où elle faisait un burn-out chaque année à la même période. Et je lui ai dit, je vais t'aider à faire ta lettre de démission. Casse-toi de là-dedans. Et de là est parti, du coup, tout le déclenchement plus précipité que prévu de notre projet de mise en place de maraîchage, parce que il faut quand même avoir un revenu. Et donc c'est par amour pour ma femme que j'ai dit ok, non mais stop, tu arrêtes tes conneries, je veux pas... parce qu'en fait de burn-out en burn-out, ça peut
vraiment psychologiquement te défoncer la tête, hein, te défoncer psychologiquement. Je lui ai dit arrête tout, ne va plus travailler. Vraiment, stop. Elle supportait plus. Et du coup, voilà, on a précipité un peu plus les choses et en 1 an, on a fait le dossier de... comment t'appelles ça? On a fait un dossier de plus de 30 pages, on a fait études de marché, on a été visiter des fermes maraîchères en permaculture, en traditionnel, etc. etc. Et on a dit, voilà, on a 20 000 € de côté, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on les investit comme ci, comme ci, comme ça. Et on a fait un plan de financement sur 3 ans, qui ne tient pas, puisque on n'a pas les fonds qui rentrent comme il faut, mais c'est pas grave, c'est tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et on continuera comme ça. C'est-à-dire que même si le projet ne fonctionne pas, c'est pas grave, il y a des plans B, on vit en caravane, on aménage le van, on va chez des amis, on s'en fout. Théoriquement, moi je suis sorti du boulot un peu trop tôt, encore une fois la demande de mon épouse, parce que, en fait, à la base, elle devait gérer l'exploitation, et je devais sortir de mon boulot, normalement, septembre, octobre, novembre, vers l'hiver, tu vois. Et en juillet, elle m'a dit, écoute, je peux pas tout faire, je peux pas arroser, je peux pas être sur les marchés, je peux pas être à semer, je pouvais pas être partout. Moi, normalement, je débauchais, puis j'allais l'aider. Donc je faisais 8 heures de travail en usine, et puis je partais après 8 heures sur le terrain, faire tout ce qui était semis, motobinage, etc., etc. Mais malgré tout, elle avait, elle avait le reste de la journée qui lui manquait de manœuvre. Donc elle m'a dit, tu pourrais sortir peut-être ton travail plus tôt. Et puis j'étais à 2 doigts de tuer mon chef, donc j'ai dit allez banco. Moi c'est pareil, hein, ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente, j'ai rarement fait plus de 3 ans dans une entreprise, parce que je me fais chier, il n'y a aucun but, il n'y a aucun sens. Après tu rentres dans un automatisme, t'as le cerveau sclérosé, tu réfléchis à plus rien, tu fais juste tes trucs là. C'est comme le truc de Charlie Chaplin avec les boulons là. C'est un burn-out qui a tout déclenché et fait comprendre à la jeune femme qu'elle avait 2 choix, avaler des médicaments puis reprendre un métier devenu insatisfaisant, ou écouter ses rêves d'enfant. Les chevaux sauvages, les indiens et les plaines. Et ça quand vous l'avez, tu as effectivement 2 choix. Soit tu te dis, allez, je le fais, et au pire je me casse la gueule, et je me dis que c'était une mauvaise idée, ou soit je le fais pas, et je vais le regretter toute ma vie. Fais-le. Fais-le. T'as qu'une vie, putain. Est-ce que t'as envie de regretter ta vie toute ta vie? Fais-le. Anne et Sébastien ont, quant à eux, décidé de s'installer dans un petit village du Loiret. Ils vivent dans l'école où elle est institutrice. Lui n'a pas d'emploi salarié, il s'occupe des travaux ménagers, des repas, des enfants. Une décision prise à 2. Et ça, tu vois, ça c'est pareil. C'est toute l'histoire de notre couple. Tout est décidé constamment à 2. De notre vie familiale, de notre éducation sur notre enfant, du partage des tâches ménagères, de l'exploitation, de qui va faire les marchés, qui va faire ça, qui va faire ça. Tout est constamment pris à 2. Alors on n'est pas tout le temps d'accord, et on en discute et on trouve la meilleure option possible qui satisfait les 2 parties. Et c'est comme ça que notre couple dure depuis maintenant, donc on s'est rencontrés en 98, 26 ans. Voilà. Quitter la ville, s'alléger, se défaire des vieux conditionnements, renoncer à l'univers de la consommation et de l'accumulation de biens, travailler autrement, retrouver le temps de vivre, renouer avec le nomadisme qui fut le mode de vie de nos premiers ancêtres, permettre aux enfants d'apprendre la lecture, la poésie, la géographie, les sciences, la philosophie, au-delà des programmes scolaires imposés qui brident trop souvent la curiosité et la créativité. Telles sont les principales motivations des femmes et des hommes qui décident de vivre hors du système. Une force intérieure inébranlable. Ne pas suivre les normes est plus complexe psychologiquement qu'il y paraît. Et je vais peut-être vous agrandir un petit peu ça. Psychologiquement qu'il y paraît. C'est s'exposer à la critique de nos proches. Voilà, ça, vous allez le subir. Alors après, faut avoir vraiment bien posé le truc dans votre tête à vous. Parce que si vous n'avez pas les choses bien posées, vous n'arriverez pas à les expliquer. S'exposer à la critique de nos proches, à leur tentative de nous décourager, parce que ce n'est pas raisonnable. Alors attention, parce qu'on a bien vu que l'autonomie, ça peut aussi créer des morts. Et il y a des warnings que l'on peut vous
dire, attention, là tu vas vers du danger, et ça il faut écouter. Hein, on se rappelle que ces personnes-là, on leur avait proposé de, tiens, mais vas-y, entraîne-toi, j'ai un énorme terrain, entraîne-toi sur cet énorme terrain. Non, non, je vais aller vivre dans la nature. Résultat, ça fait des morts. C'est irréaliste, ça ne va pas durer. Voilà, bah ces deux-là, je les ai eus. C'est irréaliste, ça va pas durer. Tu te rends pas compte du travail que c'est, ça je l'ai eu. C'est être épinglé comme différent. Cela suppose donc suffisamment de force intérieure pour ne pas renoncer. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que, chantait Georges Brassens. Il y a aussi ceux qui se marginalisent, car totalement incapables de jouer le jeu. Actuellement, des centaines de jeunes sortent du système chaque année. Ils ne sont ni étudiants, ni stagiaires, ni salariés. Dans de nombreux cas, il s'agit de phobie sociale, de peur d'affronter le regard d'autrui, et de se lancer dans un monde dominé par les idéaux de compétitivité et de rentabilité. Alors, si tu te lances dans ce mode de vie-là, ne t'affiche jamais sur les réseaux. Oh là 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 là. Parce que, autant on te dit « Oh, la bienveillance et machin et ceci et cela », autant sur les réseaux sociaux, au milieu de l'autonomie, « Oh, la compétitivité, oh mon bonhomme, hein, c'est à celui qui aura la plus grosse tomate, hein, bien entendu, c'est à celui qui arrivera le plus vite à l'autonomie, ceci, cela, alimentaire, financière, d'électricité, d'eau, etc. » Enfin bref, mesurez-vous la bite autant que vous voulez, mais en fait, peut-être que prendre le temps aussi, c'est intéressant. Hein. On ne démarre pas non plus tous avec les mêmes... ni les mêmes compétences, ni les mêmes connaissances, et ni le même apport financier. Tu vois. Donc tout ça, ça peut... Hop là. Tout... Oh, mais arrête de sauter. Tout ça, ça apporte déjà des... Comment dirais-je? Des disparités au niveau de l'installation dans un mode de vie autonomiste. Donc, ne vous comparez pas. Fais ta route. C'est le chemin qui importe, pas le but. Au Japon, il existe un mot, ikikomori, pour désigner ces personnes coupées des autres, qui en viennent à ne plus sortir de leur chambre pendant des années. Selon les dernières études, commandées par le gouvernement japonais, elles seraient environ 1 million, dont 613 000 âgés de 40 à 64 ans. Face au vacarme du monde qui n'a jamais fantasmé sur l'idée de se faire ermite. Alors, ermite peut-être pas, parce que ermite, ça veut dire se couper du monde. Ah oui, mais alors attention, parce que là, c'est autre chose, ermite. Ermite, c'est vivre en autarcie. C'est vivre reclus de la société. Vous faites bien ce que vous voulez après. Hein. Mais moi, ça me fait pas rêver. L'envie de sortir du système, de ses valeurs et de ses normes ne date pas d'aujourd'hui. Ce désir existe probablement depuis l'aube de la civilisation. Toute institution produit ses dissidents, ses hérétiques, qui ne se reconnaissent pas dans les modèles socialement valorisés. Dans un système, chaque élément se voit assigner une fonction, une place. Et voilà, c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi il y a tant de groupes entre guillemets séparatistes, on essaye de se raccrocher à quelque chose qui va nous rendre uniques. Parce qu'on se retrouve à être un tout petit rouage dans l'immensité de la complexité de cette machine qui est devenue la mondialisation. Et on essaye de soit se rapprocher de groupes communautaires auxquels on se rattache, soit de se donner une individualité qui nous rende uniques. Tu es unique par ta façon de penser, par ta façon de voir les choses. Tu ne partages pas forcément la mienne. Tu es unique. Ne cherche pas quelque chose qui te différencie des autres. Tu es déjà différent des autres. Ce système ne te convient pas. Je te le dis, vis tes rêves. Ne te compare pas aux autres. C'est ça qui t'empêche d'avancer. Te comparer aux autres. S'agissant du système nerveux, quand une population de neurones se met à dysfonctionner, c'est une catastrophe pour le cerveau. En revanche, dans une communauté humaine, ceux qui décident de vivre différemment, de ne pas occuper la place qui leur est assignée, assurent la cohésion du groupe. Ils rassurent les normaux sur leur normalité. Voilà. Et puis en plus, si tu te plantes, les gens te diront « Ah, on l'avait bien dit, il vaut mieux être salarié. » Voilà. Tu les rassures, c'est bien. Mais laisse-les parler. Mais finalement, ce sont eux qui font évoluer les mentalités. Le travail comme acte créateur.
De nombreux penseurs ont tenté depuis l'Antiquité d'inventer des modes de vie alternatifs, dénonçant l'hypocrisie des conventions sociales de le philosophe Diogène, 410 à 323 avant Jésus-Christ, vivait dans la rue. On raconte qu'il habitait un tonneau. Simplement vêtu, il préconisait une vie sans artifice, proche de la nature. Alors, ça rappelle aussi pas mal l'histoire de Bouddha. Hein, pour ceux qui ont lu la vie de Bouddha, eh bien, c'est un homme riche à la base, qui est parti vivre, parce qu'on l'avait coupé du monde, on l'avait coupé de ses concitoyens, et donc il vivait dans une cage dorée. Et il a décidé de s'échapper et d'aller vivre le plus simplement possible. Et il s'est rendu compte qu'il y avait de la pauvreté, de la misère, et que tout ce qu'il avait vécu n'était que de l'apparat, de l'apparence. On lui avait caché la vérité, on lui avait caché la difficulté de ce monde. C'est très intéressant. Lisez la vie de Bouddha, c'est très intéressant. Alors, Bouddha, c'est pas un dieu. Hein. Bouddha, c'est un humain. Hein, c'est un humain qui a, voilà, qui a fait des choses, qui a vécu des choses, qui a enseigné des choses. Tu y adhères pas. Alors moi, j'adhère à aucune religion, mais je me renseigne, je lis beaucoup, je me documente, et j'aime ça. Se moquant des puissants, il n'hésita pas à lancer « Ôte-toi de mon soleil » à l'empereur Alexandre le Grand, venu prendre des nouvelles de sa santé en 306 avant Jésus-Christ. Dans son jardin, le philosophe Épicure enseignait le bonheur à tous ceux qui voulaient le rejoindre, hommes, femmes, esclaves. Cela à une époque où les femmes étaient supposées rester entre les murs de leur maison. Ouh, les vilains machistes, oui, mais c'était une autre époque. C'était une autre époque. Et certains voudraient qu'on revienne à cette époque-là, où la femme doit rester... Oh putain, ça m'énerve. Où la femme doit rester... Et ça m'énerve ça, que ça saute comme ça. Ah bah tiens, bah, carrément ça a changé le truc. Où la... Ah, mais arrête de sauter, c'est lourd. Où la femme devrait rester entre quatre murs, faire la cuisine, le ménage, etc. Ah non. Non. Moi j'ai une femme, tu vois, elle fait le boulot d'un bonhomme, je vous défie de venir même pas me remplacer. Je vous défie de venir sur le terrain et de remplacer le travail de Sabrina. De faire son travail une semaine. Je suis sûr qu'il y a pas mal d'hommes qui se mettraient à pleurer. Et ma femme, tu vois, c'est une bosseuse, elle tape dedans. Elle sait vers là où on veut aller, elle sait vers là où on tend, elle s'est sortie de ses burn-out réguliers du milieu du travail, etc. Mais elle savait que ça serait pas facile pour autant, mais que ça serait plus sain et plus valorisant. Et elle avait cette envie de travailler pour elle, parce que travailler pour soi, c'est plus valorisant. Elle savait aussi le risque qu'on prenait de perdre la maison, puisqu'un salaire, ça finalement te stabilise, ça te permet de tout payer en fait. Donc sans salaire, eh bien tu as moins la sécurité. Donc tout ça, elle le savait, elle l'a acté et elle a dit tant pis, on y va, si tu es d'accord. Et j'étais d'accord. Le philosophe Épicure enseignait le bonheur à tous ceux qui voulaient rejoindre hommes, femmes, esclaves, donc ça on l'a lu, tandis que les esclaves étaient réduits à travailler et à être fouettés. L'un des plus célèbres projets de communauté progressiste est le phalanstère lieu de vie, imaginé par le philosophe Charles Fourier. Vous voyez que ça date pas d'hier, hein, tous ces modes de vie alternatifs. Alors est-ce que je suis philosophe? Mais pas du tout. 1700, il y en a qui se rêvent philosophes, il y en a qui se rêvent avant-gardistes, il y en a qui se rêvent pionniers dans ces milieux-là. Non, vous êtes rien. Il y a beaucoup de monde qui l'ont fait avant vous, il y a beaucoup de monde qui le font sans se montrer sur les réseaux, sans avoir besoin d'avoir une gloire, tu vois, d'être mis en avant. Chercher la gloire sur les réseaux. Non, moi j'en connais plein, mes voisins. Mes voisins, ils sont bien plus autonomistes que certains autonomistes sur YouTube, hein, où régnerait la beauté et l'amour. Il y prévoyait des crèches afin d'améliorer la condition féminine. Mais aussi, vous voyez, ça commençait déjà, hein, la condition de la femme, c'est quand même une préoccupation qui date... J'ai eu l'occasion de discuter avec
Alors, comment qu'on appelle ça? Des paléontologues? Ceux qui cherchent dans l'histoire de la préhistoire, en fait. Il expliquait que les sociétés, en fait, n'étaient pas conçues comme nos sociétés d'aujourd'hui. Et que si aujourd'hui on devait rencontrer les hommes préhistoriques, avec nos comportements, avec les comportements machistes qu'on voit aujourd'hui, il y a de fortes chances que l'homme préhistorique te collerait un coup de pied au cul pour respecter les femmes. Hein. Parce que la femme avait une position dans ces communautés-là qui était loin d'être conditionnée à tu es un objet, tu es à la cuisine, tu es à faire le ménage. Non, non, elles avaient un vrai rôle à jouer dans ces collectivités-là. Et d'ailleurs, elles étaient appréciées et protégées pour cela. Alors, elles étaient protégées, oui, c'est du machisme. Non, elles étaient protégées car précieuses. Mais aussi des salles de bal. La communauté vivrait... Tu te rends compte que... Imagine. Je vais prendre un exemple parce que ça va être mal interprété, ça. Imagine, tu as un médecin dans toute ta communauté. Et tu as des guerres avec le village d'à côté. C'est le seul médecin que tu as. Tu vas l'envoyer au front, toi ? Je crois pas. Non, j'ai comme un doute. Non, tu vas le protéger car précieux. Mais aussi des salles de bal. La communauté vivrait de l'agriculture. Elle serait productive car chacun travaillerait à son propre rythme. Et, bien sûr, les richesses seraient équitablement redistribuées. Le travail deviendrait un acte créateur où chacun trouverait à s'épanouir. Le phalanstère a inspiré de nombreux lieux de vie communautaire libre au XIXe et XXe siècle. En fait, l'idée d'une société égalitaire vivant en harmonie avec son environnement n'est pas utopique. En effet, les recherches récentes et anthropologiques tendent à établir que nos sociétés ont été égalitaires pendant des milliers d'années, déclarent Kate Pickett et Richard Wilkinson. Spécialiste des inégalités, le désir... Oh, sérieux, il me fait chier cet article à changer. Spécialiste des inégalités, le désir de domination, qui semble exister en chaque être humain, était contenu par le groupe, qui formait des alliances contre ceux qui manifestaient trop de velléité de puissance. Et aujourd'hui, le groupe, c'est la loi. C'est la loi, c'est les forces de l'ordre. Mais, là, il était question de cohésion de groupe. Des exemples inspirants. Plus près de nous, l'expérience de la ZAD, zone à défendre, de Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport de Nantes, en Loire-Atlantique, tente également à prouver que d'autres modes de vie sont possibles, et qu'on a fait dégager à grands coups de domination et de force. On les a bien contraints là. Tente également à prouver que d'autres modes de vie sont possibles. Cette expérience en démocratie directe a enthousiasmé bon nombre de spécialistes des sciences humaines, qui y ont vu une façon originale de repenser les relations entre l'homme, les animaux et les plantes. Et je me rappelle d'une question qui avait été posée à Emmanuel Macron à l'époque, et qu'on lui avait dit, oui, mais vous vous rendez bien compte que dans cette ZAD, ils sont en train d'expérimenter une nouvelle façon de faire société, une nouvelle façon de travailler en commun, une nouvelle façon de faire corps, etc. Et il a répondu, c'est très bien, mais c'est une zone publique, que tous ces projets-là soient intéressants, c'est pas un problème, mais qu'ils le fassent dans les règles. En gros, rentre dans le capitalisme et ferme ta gueule. Souvenons-nous, un aéroport devait y être construit et plusieurs centaines de personnes avaient décidé de résister en s'installant sur ces 1650 hectares de bocage. Ce fut l'occasion de réaménager des fermes à l'abandon, de mettre en place une nouvelle forme d'urbanisme sans béton, de mener à bien des projets agricoles et d'élevage, vaches laitières, apiculture, maraîchage, culture de plantes médicinales. En 2018, la ZAD fut évacuée par les forces de l'ordre. Alors, à l'époque, je connaissais quelqu'un dans les forces de l'ordre, et vous savez comment qu'ils appelaient les personnes de la ZAD ? Les pulapis. C'est plus facile de taper sur quelqu'un que tu as déshumanisé, qui n'est plus un humain, c'est un pulapis. Que quand tu sais que c'est quelqu'un qui a une famille, qui a des rêves, qui a des objectifs, qui a un but, qui a une façon de réfléchir à la société. Non, c'est plus simple de dire c'est un pulapis.
Depuis, les zadistes restés sur place font appel à la justice pour conserver légalement les terres qu'ils cultivent. Cet exemple est inspirant alors que chaque jour nous apporte son lot de mauvaises nouvelles sur l'état du monde. Les villes sont de plus en plus irrespirables, les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas, les intempéries dues au réchauffement climatique, à la dégradation des sols, font de plus en plus de dégâts et de victimes. Sur le plan social, les inégalités se creusent. Aussi, il apparaît clairement que la question qui se pose à nous désormais n'est peut-être plus « peut-on vivre hors système ?» mais « comment inventer collectivement des modes de vie qui ne privilégient pas la croissance, la consommation, les valeurs matérialistes ?» Kate Pickett et Richard Wilkinson, auteurs de « Pour vivre heureux, vivons égaux ». Les 3 raisons qui nous y poussent. Poursuivre un rêve, envie de se retrouver près de la nature, de vivre en autarcie, de finaliser son projet sans dépendre d'autrui, vivre au plus près de ses valeurs. Par phobie sociale, parce que ce monde, avec ses enjeux de domination, de performance, n'est plus supportable. Par rejet de la société, créer une communauté respectueuse des valeurs humanistes et écologiques semble une envie prégnante à l'heure où notre planète est en danger et où les crises sociales sont de plus en plus fréquentes. Enfin bref, mes petits frères, bon, j'aurais eu du mal à lire cet article parce qu'il n'arrêtait pas de remonter et de bouger. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, partagez-moi votre avis et votre opinion, surtout, dans l'espace commentaire, débattez-en entre vous, dans le respect mutuel, sinon la modération devra faire son travail. Et puis bien sûr, tu connais la musique, hop, ici, là, tac, 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 là, tu t'abonnes, tu cloches, tu likes, tu partages, surtout partager, c'est très important, si tu aimes mon contenu, partage-le à ceux que tu penses qui aimeront aussi ce contenu, ça me permet d'être mieux référencé dans cet algorithme qu'est YouTube. Et si tu veux encore plus soutenir le travail que je fais sur cette chaîne, tu peux faire soit un don merci, le super thanks de YouTube. Moi j'appelle ça le don merci parce que je suis français. C'est un petit cœur avec une croix à côté du commentaire. Et tu fais un don de 2 euros, 3 euros, 5 euros, 3 millions de dollars si tu veux, qui iront directement soutenir la chaîne. Ou tu vas sur mon Tipeee, tous les liens sont bien sûr en description. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.